Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up sur X-Side. Vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. Je suis accompagné aujourd'hui de l'inusable Papy, l'homme fort de Catch Up. Comment ça va, Papy? Bonjour les enfants, bonjour Inside. Ben oui, ça va, je suis heureux de venir transpirer avec toi. Voilà, on va transpirer un peu. Et on va faire le point sur les épisodes de Raw et de SmackDown de la semaine. On va pas encore attaquer Crown Jewel, ce sera pour la prochaine émission. Ah bah oui. Ouais, on est chaud. On était au Giant Center de Hershey en Pennsylvanie pour l'Euro du 28 octobre. Bon, Oh, 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 oh. Évidemment, il y a toujours les nouvelles entrées qui sont filmées maintenant désormais. Le Judgment Day qui arrive, c'est Rollins, qui sont filmés à leur arrivée. Ça fait toujours plaisir. Ça met dans le bain avant de lancer les petits packages vidéo qui nous rappellent un petit peu les différentes intrigues qu'on a à Monday Night Raw en ce moment. Mais c'est bien Jay et Jimmy Uso qui démarrent le show. Alors, il y a Jay qui nous explique qu'il a eu une dure semaine quand même. Il a perdu son titre. Il a perdu son titre intercontinental la semaine dernière face à Braun Breaker dans un très beau match, dans un moment mythique qui restera dans l'histoire de la WWE. Et puis il a eu aussi des histoires de famille à SmackDown, des histoires de famille qui ont coûté le titre tag team à Jay et Jimmy, puis à Roman aussi. On a toute la famille réunie. Et ce soir, il a envie d'entendre parler de seulement un seul Uso, son frère Big Jim, Jimmy. Donc il y a Big Jim, Jimmy qui arrive au ring, Jimmy Uso, le jumeau. Et là, Jay nous explique qu'il y a encore du travail pour reconstruire le clan, pour redevenir The Ones, comme on les appelait dans le temps. Parce que la carrière de Jay, d'accord, elle a été belle pendant 1 an. Ils ne sont pas vraiment parlé depuis 1 an, il nous explique, Jay. Entre-temps, lui, il est devenu champion intercontinental, etc. C'est que sa carrière est montée très haut. Mais en tout cas, ça n'a jamais été aussi bien que d'être le jumeau de Jimmy. Oh, C'est beau, quand même. Ouais. c'est mouvant. Bah oui. Bah, c'est comme moi, j'ai une grande année et tout ça, mais ça n'a jamais été aussi bien que quand je faisais des podcasts avec toi, Papy. Oh là là, ça y est, on pleure. Voilà, que des beaux siots. Et donc, Jimmy va inviter Jay à squash the beef. Squash vers beef, ils appellent ça en anglais, c'est-à-dire enterrer la hache de guerre, quoi, en gros. Là, c'est écraser la viande, j'ai l'impression, mais en tout cas, voilà. Rendez-vous est donné à SmackDown pour essayer de raccorder un petit peu les wagons entre tout le monde, de se réconcilier définitivement. Et évidemment, comme on est à la WWE, il faut quand même qu'il y ait un peu de bagarre. Et du coup, il y a tout le clan de Solo Sikoa qui débarque, Tama Tonga, Tonga Loa et Jacob Fatu. Ça se fout sur la gueule, mais ils sont repoussés par les Usos, tout simplement, un coup de super kick dans la tronche. Il y a Adam Pearce qui débarque, qui les sépare, qui les fait revenir dans les coulisses, voilà. Et évidemment, on enchaîne, puisque c'est désormais Brian De Palma qui réalise le Monday Night Raw toutes les semaines, donc il n'y a pas de temps mort. Adam Pearce n'est pas content, il est au téléphone, il est en discussion avec Nick Aldis, il engueule Nick Aldis, il lui dit ouais, écoute, c'est pas possible, faut que tu surveilles tes gars, moi je peux pas avoir tout ton clan là de Solo Sikoa et compagnie qui débarquent toutes les semaines, faut te reprendre mon gars. Et c'est le moment que choisisse le Judgment Day pour débarquer. Pearce n'a pas envie de discuter avec eux et tout de suite, il book le match pour le main event. Ce sera Dominic Mysterio contre Priest, Damien Priest, en main event. Carlito trouve ça pas cool, évidemment. Et après, il y a une discussion avec Baylor, entre Baylor et Dominic. Baylor donne des conseils à Dominic Mysterio pour le match de ce soir, mais Dominic n'a pas l'air de l'écouter. Ce qui n'a pas l'air d'enchanter Baylor. Dominic est très sûr de lui. Il pense qu'il va gagner ce soir. Accessoirement, Sheamus a battu Ludwig Kaiser avec un enchaînement après un combat bien disputé, évidemment, très beau match. Enchaînement, coup de genou à la volée et Brock kick qui vont sécher Ludwig Kaiser. Donc là, jusque-là, dans Monday Night Raw, on est plutôt bien, censé enchaîner. Ça tape, là, je vois ça. Voilà. Est-ce que ça serait pas Monday Night Raw historique, là, jusque-là?
il faut bien le dire parce que c'est quand même la réconciliation des Usos qui commence. Ouais, effectivement, Voilà, discussion à corps ouvert entre Jey et Jimmy, interférence évidemment pour ponctuer le segment de la bande à Solo Sikoa. Ça peut que bien fonctionner. On enchaîne le petit liant comme ça avec notre ami Pierce, le general manager, qui s'engueule avec Aldis comme ça. On continue un petit peu la rivalité entre SmackDown et Monday Night Raw. On sait jamais, il y a Wargames qui arrive, tout ça. Peut-être Ah, qu'il bah peut voilà, on avoir pourrait peut-être faire quelque chose de sympa, enfin. voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Donc ça, on pose les petites graines tout de suite. Et puis après, un bon match solide entre Sheamus et Ludwig Kaiser, histoire de donner un peu de spectacle. Avant d'enchaîner, évidemment, sur un petit vidéo package des familles avec Rhea Ripley, qui nous explique qu'elle était bien contente d'avoir tabassé un petit peu Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Elle le méritait, mais maintenant, son objectif, c'est le titre. L'objectif va être un petit peu contrarié. Les plans vont être un petit peu contrariés pour les Rhea Ripley, puisqu'elle est blessée là, à l'heure actuelle. Elle s'est fait péter l'os de l'œil, là. Le plancher orbital? Le plancher orbital, voilà. On sent le sportif qui a déjà subi plusieurs blessures de guerre. Donc là, je pense qu'elle est sur le côté pour un moment. À moins qu'elle vienne cacher avec un masque, mais ce sera pas tout de suite parce que c'est tu peux pas. Il faut rien faire quant à ça. C'est dangereux quand même. Bah, faut stabiliser déjà un peu le truc, effectivement. Puis après, oui, ça sera masque pour reprendre, très certainement. Ouais. Rhea Ripley, décidément, qui enchaîne les blessures. Pas facile pour elle. Mais c'est pas grave. Des fois, quand on disparaît, c'est un mal pour un bien. Parce qu'elle commençait à nous saouler quand même, Rhea Ripley, on va pas se mentir. Ah bon? Bah, qu'est-ce qui est pourquoi? Bah, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais elle est saoulante. Oh, bah, à force. Babyface comme ça, là, qui est trop sûr d'elle. Et puis, on aime bien Dom Dom et Liv Morgan en ce moment. Donc. Oui, c'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça qui se passe. C'est Dom Dom est tellement énorme que t'as pas envie d'apprécier Rhea Ripley. Ah, c'est ça. Voilà, tu préfères qu'elle perde et puis qu'on continue à avoir notre petit couple préféré à l'antenne. Donc voilà, peut-être un petit mal pour un bien, pour nous tous. Allez, on continue l'histoire des Usos, parce que c'est ça la vraie histoire de la WWE en ce moment. On croise Sami Zayn qui va revenir dans le main event, parti par la porte, il revient par la fenêtre. Ça discute. Sami Zayn s'inquiète en fait. Il pense que Jey Uso va peut-être retomber sous la coupe de Roman. Il explique que c'est pas Solo Sikoa qui est rentré dans le cerveau de Jey, mais c'est comme toujours, c'est Roman. Ça a toujours été Roman. Il y a eu une petite confrontation aussi entre Sami Zayn et Jimmy, parce que Jimmy voulait pas laisser Sami Zayn discuter tout seul avec Jey. Mais bon, quand même, il s'incline, il les laisse discuter. Donc voilà, Sami Zayn, il explique un petit peu son inquiétude. Mais Jey lui explique que de toute façon, Sami, tu peux pas comprendre parce que t'es pas de la famille. Oh, c'est chaud ça. Hein. Ça, c'est violent ça. Hein. Ça, c'est violent. Donc ça continue cette petite histoire. Sami Zayn qui revient un petit peu dans l'équation. Que va-t-il se passer ? C'est là où on touche vraiment la corde sensible sur ces derniers épisodes. C'est la machine à remonter le temps là. D'abord Jimmy, puis Jey, puis Sami. Où ça s'arrêter ? Où ça va s'arrêter ? Bonne question. Bonne question. Mais là, c'est vrai qu'on voit la touche Triple H là. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Il y a un lore, comme ils disent maintenant les jeunes. Et on n'hésite pas à faire des rappels aux histoires qui sont passées il y a quelques années. Il n'y a pas de revirement de situation comme on avait avec Vince McMahon où on faisait table rase de tout et puis on partait sur carrément autre chose. Triple H, il a ses plans, il se tient à ses plans, visiblement. Alors il y a deux écoles, il y a des gens qui aiment bien ça, il y a des gens qui trouvent que c'est un petit peu trop pour carré. Le pire et pour le meilleur, voilà. C'est ça. Moi, je suis plutôt client, je vais pas vous mentir, du moment que c'est bien fait. Voilà. Donc moi, client. Une vidéo de Gunther. Ça, c'est un peu plus. Moi, ça m'embête un peu plus, toutes ces vidéos-là qu'on voit. Je préfère quand il y a des promos dans le ring, quand même. Donc, Gunther qui nous explique que Cody est un champion qui n'a pas de trip, qu'il a encore une fois ramené un de ses potes dans ses histoires. Il parle de Randy Orton, mais il dit bon, tant que tu le ramènes dans tes histoires, autant lui demander qu'est-ce que ça fait de se faire battre par Gunther et de tomber dans de se faire prendre dans l'étranglement arrière, la prise du sommeil. Et aussi que Cody est un champion secondaire, en fait. Oui, il a raison. Il a raison.
Honnêtement, le vrai champion, c'est Gunther. Ça, on en a jamais douté. Ouais, mais ça, je pense que je pense que semaine après semaine, segment après segment, ça ne fait que le confirmer. Depuis le début, nous, on est avec Gunther de toute façon. Ouais. C'est voilà. À un moment donné, soit on est droit dans ses bottes, hein, puis on reste sur ses convictions, soit on change de bord, mais ce serait pas le cas de catch-up. Voilà, nous on reste fidèles aux bottes. Voilà. Alors, tes deux catcheuses préférées s'affrontent ensuite, Ivy Nile et Zelina Vega. Très bien, très bien. Hein, t'es content? Et c'est Ivy Nile qui a gagné. Ah mince. Voilà. Ah, ça perd l'hypopète. Putain. Voilà. Bon, c'était un match à chier, hein, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Faut bien leur donner un petit peu de temps d'antenne. Revenons à Jay et Jimmy, hein, parce que c'est bien beau les histoires de Gunther et compagnie, Ivy Nile et tout ça, mais comme je vous l'ai dit, la vraie histoire, c'est Jay et Jimmy. Ils discutent du cas Sami Zayn. Bon, rien de spécial, hein, c'est juste Jay qui dit que de toute façon, il a expliqué à Sami que Sami n'est pas de la famille. Il y aura encore des petits développements un peu plus tard. Grand spectacle. Seth Rollins et Bronson Reed. Seth Rollins et Bronson Reed. Bronson Reed, l'homme de l'année, hein. Il faut bien le dire. Ah, il paraît, hein. Ouais. Ah ouais, non, c'est franchement. Alors lui, là, ils ont tout fait pour le mettre over. C'est mon petit plaisir de Monday Night Raw, là, à chaque fois qu'il y a un truc avec Bronson Reed. Mais là, ça commence avec Seth Rollins qui débarque au ring, qui fait une promo en disant que voilà, Bronson Reed c'est un monstre, mais ce qui se passe, c'est que lui-même, Seth Rollins, c'est un monstre aussi. Il sera sans pitié, il ne sait pas ce que Bronson a enclenché. C'est pas n'importe qui, Seth Rollins, il va le savoir, il va souffrir. Il va s'en manger des stompes dans la gueule. Voilà. Et ils vont finir par régler ça à Crown Jewel. Là, il y a Bronson Reed qui arrive sur le Titantron. Il dit ouais, ok, t'es peut-être un monstre et tout ça, mais si tu veux, on s'explique ce soir. Moi, je t'attends sur le parking. Alors, ni une ni deux, Seth Rollins, il y va, et c'est parti pour la grosse baston sur le parking lot. Donc, vous imaginez bien, hein, ça s'envoie sur les voitures, ça s'explose sur les pare-brises de voitures, des stompes en veux-tu, en voilà. Ils sont séparés, évidemment, par la foule. C'est un peu Seth Rollins qui arrive à prendre le dessus, mais quand même, Bronson est increvable. Hein. Même si on peut lui envoyer une voiture sur la tête, ça va, il se relève après quand même. Est-ce que ça serait pas le premier big man que Triple H arrive à booker, Bronson Reed, de ce que tu me racontes? Bah clairement. Parce qu'il a toujours eu du mal avec les gros physiques, hein. Il a toujours préféré les nains. Ouais. Non, mais là, on sent, de toute façon, Bronson Reed, c'était quand même un projet. Hein. Il était à NXT, il y avait quand même des espoirs sur lui. Dans l'indie, c'est un mec qui marchait super bien. Quand il a quitté la WWE, quand il se fait virer, il est parti au Japon. Il a quand même eu une victoire sur Okada. Alors, une victoire sur Okada au Japon, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Et là, il revient et visiblement, effectivement, Triple H mise dessus. Alors, presque, moi, j'ai envie de dire, il fait le forcing comme il fait avec Andrade à SmackDown. Mais ça fonctionne c'est pas un compliment, je veux dire. Ouais, à SmackDown, ça fonctionne pas sur Andrade. Mais là, sur Bronson, moi, je trouve que à chaque fois, les segments, ils sont exceptionnels. C'est des grosses brawls avec des grosses cascades, des gros spots à l'extérieur du ring. J'en ai jamais assez. Là, on n'en peut plus d'attendre le match à Crown Jewel là contre Rollins, ça va être énorme. Et ouais, là, je pense qu'il est en train de construire une star. C'est aussi la différence, je pense, avec ce que faisait Vince McMahon, c'est qu'il lâche pas l'affaire. Je pense que Vince, il l'aurait enterré Bronson il y a longtemps. Ou il l'aura propulsé plus haut, plus vite, on ne sait pas. Oui, peut-être en 2-3 coups, mais je sais pas, parce que c'est... En tout cas, ouais, Triple H, il laisse pas l'affaire et c'est payant sur un coup comme ça. En plus, il a bien géré la rivalité avec Strowman, qui pourtant pouvait pas faire grand-chose, mais dans le ring, hein, il est quand même vachement diminué, Strowman. D'ailleurs, je crois qu'il s'est blessé dans leur match Last Man Standing, là. Ah ouais, c'est pas fort probable. Strowman, il est aussi... On parlait de Rhea Ripley qui se blesse beaucoup. Strowman, c'est aussi une arme à pharmacie en termes de blessures. Hein. Strowman, il faut qu'il se fasse refaire les genoux, hein, je pense. Alors que Bronson, lui, il est en forme. Hein, il est capable de faire des trucs assez incroyables. Donc je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Là, pour le coup, c'est un big guy qui est bien monté.
C'est beau ce que je dis. Sur les cordes. Sur les cordes, ouais. Donc, ouais. Moi, comme je dis, c'est ma friandise chaque semaine. Hein. Et j'espère qu'on en verra plus de Bronson Reed et qui, à mon avis, va monter comme Gunther. Est-ce que tu considères que Gunther, c'est pas un big guy? Ah oui, c'est raison. Mais Gunther avait été tellement repackagé que. Est-ce que c'est vraiment Triple H qui l'a relancé? Je sais pas te dire. Parce qu'il était déjà reparti, je crois, quand il récupère la main. Ouais, bah ouais, continuer sur la lancée, mais. Tandis que là, Bronson Reed, il y a vraiment rien, quoi. Tu vois, c'est comme Priest. Tu vois, Priest, il marche bien aussi, mais quelque part, il avait déjà été comme pas mal repackagé par Tonton Vince. Ouais. Là, Bronson Reed, il y a vraiment rien, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être le premier 100% Triple H dans les big guys. Ouais. En plus, c'est bien parce qu'il utilise des moyens à sa disposition. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des trucs filmés dans les coulisses avec des grosses bastons où tu sens qu'ils ont mis les moyens au niveau de la technique, de la réalisation pour que ça ressemble à quelque chose, quoi. Donc, c'est vraiment pas des trucs. Tu vois, c'est pas comme LA Knight qui devient over malgré le traitement, quoi. C'est vraiment, ils ont construit le gars, ils ont la bonne personne et puis ils vont jusqu'au bout du truc. Ça, c'est des trucs qu'on avait presque plus l'habitude, quoi. Bah, c'est bien, non, mais c'est ce qui manque aussi à un moment, c'est d'avoir autre chose que micro-combat, micro-combat, quoi. Ouais. Non, là, c'est du grand spectacle comme on aime. Hein. Donc ça, c'est 20 sur 20. Hein. On le retrouvera, je pense, aux Awards de l'année, le bon Bronson, hein, d'une manière ou d'une autre. Tiens, l'autre petit plaisir de Monday Nitro, c'est R-Truth qui rencontre la Alpha Academy. Alors, donc c'est comment il s'appelle, Otis, Tozawa et puis Maxine Dupree. R-Truth leur dit ouais, bah ça va, vous avez la forme, vous êtes mieux là maintenant que vous êtes plus avec le petit gars qui crie tout le temps là, le petit gars moche. Alors Otis il dit tu parles de Buster Gable et Truth lui dit non mais on peut pas dire ça à la télé. Donc voilà, petit jeu de mots sur Buster Gable. Il y a le Miz qui débarque, il veut se réconcilier avec R-Truth, pardon. Il lui dit ouais écoute on peut remonter l'équipe, Awesome Truth, tout ça, il faut une petite danse, R-Truth est content, mais en fait R-Truth se fout de la gueule de le Miz, il va lui mettre une bonne tarte dans la gueule et il lui dit ouais écoute bah, bonne chance avec la Wyatt Family, les Wyatt Six qui vont te tuer, puis il s'en va, il croise Butch et il lui dit salut Butch, comment ça va, t'as vu Pete? Toujours le mot pour rire ce beau R-Truth. Qu'est-ce qu'on se marre quand même. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on se marre quand même. Voilà, on vous rappelle que le Miz a aux trousses la Wyatt Family nouvelle version, les Wyatt Six, et qu'il est plus ou moins mis sous pression par Karrion Kross. D'ailleurs, il y a un petit segment encore plus tard où le Miz essaye de pleurnicher auprès de Pierce, mais il y a Karrion Kross qui débarque et qui lui dit ouais écoute tu vas t'occuper de la Wyatt Family et puis c'est tout, ça se passe comme ça, il l'engueule, il le menace. Le Miz est dans de sales draps là. Mais qu'est-ce qu'il a Karrion Kross sur le Miz pour le prendre de haut comme ça alors qu'il a rien fait de sa carrière? Bah, il a juste deux gros copains. Voilà, il a les Authors of Pain. Et puis la semaine dernière, en fait, ce qui s'est passé la semaine d'avant, c'est que les Wyatt Six ont attaqué le Miz et il y a le père, comment il s'appelle le vieux qui était avec eux là Ellery ou Ellering oh, je sais plus. Oui, Ellering. Ouais, il s'est interposé et c'est lui qui a pris le coup de Mandibule. Et donc, du coup, il y a un des gars de Karrion Kross qui s'est sacrifié pour le Miz. Donc maintenant, il va falloir rendre compte. Alors, effectivement, Karrion Kross n'a jamais rien fait dans sa carrière et c'est un peu difficile d'être crédible. Si on fait abstraction de ça, les segments sont plutôt bien réalisés. Plutôt, il est bon dans l'acting, Karrion Kross. Avec sa team derrière lui, ça en impose. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il n'y a rien sur son tableau de chasse, quoi. Tout ce qu'il a fait avant, c'était un peu merdique. On sait que dans le ring, il vaut pas grand-chose. Donc ça, on va voir si... Voilà, ça, c'est le vrai challenge de Triple H, c'est de réussir à faire quelque chose. S'il y arrive... Hein, là, on pourra pas dire que... Oui, parce que pour le coup, il a vraiment récupéré des débris de Tonton Vince au niveau de Karrion Kross. Hein. Ouais, Karrion Kross, c'est délicat quand même. Surtout que le mec n'avait jamais de payoff avec Karrion Kross parce que t'as jamais de gros match, vu qu'il catch pas bien. C'est quand même délicat. Donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait un miracle pour Karrion Kross.
Karrion Kross qui a été mis over par Bobby Lashley. Hein. Je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux. Bobby Lashley a dit que ça pouvait être une grande star, Karrion Kross. Il n'y avait pas grand-chose à faire avec pour qu'on en fasse une superstar. Mais ça arrive souvent que les catcheurs ils mettent over des gars qui sont pas bons. Des copains, ouais. Voilà. Comme ça, ça permet eux de se mettre en avant. Tu vois, c'est très malin. Et c'est vrai que du coup, effectivement, il paraît bien meilleur du coup, Lashley. Puis en même temps, voilà. Le mec il dit il a pas grand chose pour devenir très bon. Puis dans le même temps, lui il signe à l'AEW, donc bon. Ouais. Ça remet pas mal du coup en question un peu sa capacité à juger en fait, l'ami Bobby. Exactement. On l'a bien aimé, mais voilà, la chute arrive après la montée au sommet. Hein. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie dans le monde du catch. Tiens, les War Raiders sont de retour. Tu me demandais qu'est-ce qu'ils viennent les Viking Raiders, Viking Experience. Ah oui. Voilà, on les appelle les War Raiders maintenant. Oh, ils sont de retour. 4 fois qu'ils changent de nom là. Bah oui, moi je sais plus comment les appeler. Hein. Ils ont gagné dans une triple frite contre Mysterio et Dragon Lee et le New Day. Alors il y a encore une petite embrouille. Il y a encore une petite embrouille dans le New Day entre Xavier Woods et Kofi Kingston. Ouais, c'est construit sur le long terme, ça, j'ai cru comprendre. Ouais, ça va prendre 2 ans à peu près. Génial. Ils finissent par faire un heel turn, à moins que ce soit Kofi qui fasse un heel turn, on ne sait pas. Ça peut encore se faire. Mais voilà, on attend patiemment que ça se termine cette histoire. C'est une autre petite sucrerie de Monday Night Raw. Les War Raiders, voilà, on est content pour eux, ils reviennent après une longue blessure. Alors, par contre, le seul truc que je dirais, c'est que Eric, il est vraiment out of shape, quoi. Il est vraiment, ouais, il a fondu, il est pas très impressionnant, quoi. Donc voilà, je pense qu'ils vont les pousser un petit peu jusqu'au titre, ils vont perdre et puis après il y aura du boulot encore au moins pour qu'Eric se remette à niveau, qu'il soit un petit peu plus baraque qu'il est là, hein, parce que. Est-ce que Valhalla est toujours là? Non, elle est enceinte. Ah ok, bon, tant mieux pour elle. Voilà. Tant mieux pour nous. Voilà, bravo. Si ça se trouve, il va les pomponner, hein, Eric. Mais voilà, c'est pareil. Hein, Triple H, il les abandonne pas. Peut-être parce que c'est des bikers néo-nazis, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Sami Zayn qui est surpris à discuter avec Solo Sikoa sur le parking. Alors là, ça met. Ça, c'est mystérieux. Ça, c'est mystérieux. Ça donne de l'inquiétude à Jay et Jimmy. Hein. Et on a enfin le main event où Dominic Mysterio affronte Damian Priest. Et grâce à l'interférence du Judgment Day, qui est venu par contre sans Finn Balor s'est pas déplacé. Grâce à l'intervention du Judgment Day, eh bien, Dominic Mysterio réussit à battre Damian Priest avec un petit schoolboy des familles pendant que Damian Priest est diverti par je ne sais plus quel sûrement Carlito. Donc voilà, victoire surprise de Dominic. Après qu'il se soit fait botter le cul un petit peu tout le long du match, hein, quand même. Mais victoire de Dominic. Et, il n'a pas le temps de savourer sa victoire, hein, parce que Damian Priest le chope, lui met un gros choc slam. Il n'est pas content, je crois même un crucifix, hein, il lui fait la totale. Et les autres sont obligés Bah oui, le pauvre. Les autres sont obligés de venir le sortir. Et puis voilà, Damian Priest fait mine d'applaudir le gagnant. C'était un main event pour, je pense, combler les absents qui étaient partis en Arabie Saoudite. Ça n'avait pas grand intérêt, hormis que ça commence à mettre une petite scission entre Baylor et Dominic Mysterio. Voilà, ça fait le taf pour une fin de show à Raw, mais ça fait un moment que les main events de Monday Night Raw sont pas phénoménaux, hein, quand même. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de foot américain en face, pourtant? Si, peut-être encore un peu? C'est pas. Pourtant, en plus, maintenant, c'est des Raw de 2 heures. Donc, ouais, donc c'est plus histoire de 3e heure. Bon. Ouais, je sais pas. En plus, bon, maintenant, il y a un peu des interactions entre Monday Night Raw et SmackDown. Alors, est-ce que le vrai main event de Monday Night Raw, il se trouve pas à SmackDown? Ouais, et puis on verra tout à l'heure. Je pense qu'il y a un petit souci de cohérence d'écriture quant à le SmackDown d'après qui est enregistré avant. C'est ça. Parce que là, tout ce que tu me racontes, je me dis c'est marrant, c'est pas du tout ce qu'on a vu dans SmackDown. Donc je pense qu'ils ont eu ils ont un peu galéré comme pour rejoindre les deux bouts. Ouais. Ouais. On joue sur une écriture qui va vite avec des changements de situation. En veux-tu, en voilà.
Bon, je vais donner une note parce qu'on est d'accord. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai pas vu mon Night Raw, hein, donc c'est pour ça que je parle un peu tout seul depuis le début. J'essaye pourtant d'intervenir. Hein. Ouais, bah, n'hésite pas hein, si tu as quelque chose à dire. Mais donc, moi, je vais donner un 3, on va dire, à l'émission. Mon top, je vais le donner à Bronson Reed, qui est mon nouveau chouchou. Et le flop, le flop, on va donner aux deux gonzesses là. Ça c'est gratuit. Et voilà. Bah ouais. Ça, je trouve que c'est gratuit. Hein. Ouais, c'est en tirer sur l'ambulance. J'ai envie de flinguer l'ambulance ce soir. Pauvre ambulance. Ouais. Ouais, y a rien qui floppait vraiment, même si le main event était un peu mou, mais c'était quand même sympa. C'est quand même important parce que c'est les débuts de la scission dans le Judgment Day. Donc. Puis le catch est vraiment très bon, hein, donc on peut pas. Bon, si ça te fait plaisir, je suis, hein, mais. Voilà. Ça me fait un peu mal au cœur comme de devoir allumer comme ça 2 pauvres petites filles. Ouais, mais tu sais, moi, le catch féminin, je trouve que ça, c'est pas assez intéressant par rapport au catch masculin, parce que je suis un gros misogyne. Très bien, tu vas te marrer en regardant SmackDown alors. Ah oui, SmackDown. Bah, SmackDown, c'était au même endroit, hein, du coup. Si je dis pas de conneries, parce que c'est le même que la semaine dernière. Ouais, le même public de consanguins, là, dans le public, justement. Bah, c'était à New York, de mémoire, parce qu'ils vont en faire plein de références à Brooklyn à un moment. Ah ouais? Bah, c'était pas au même endroit que. Bah, c'est le même endroit que SmackDown de la semaine d'avant. Non? Ah, ils ont enregistré les deux à SmackDown? Oui, c'est ce que je te dis. Ah, je croyais qu'ils avaient enregistré les deux lundi soir. D'accord. Non, SmackDown était enregistré vendredi d'avant. Bah, punaise. Qu'est-ce qu'on apprend du coup dans Catch-Up hein? Bah oui, alors, même moi, j'apprends des trucs. Alors, il commence l'émission en nous montrant un petit peu Crown Jewel, le titre de Crown Jewel, parce qu'il y aura affrontement entre champions. Hein, on vous rappelle, en Arabie Saoudite pour déterminer qui sera le champion de Crown Jewel, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes. Et ça fait quelques émissions qu'on a toujours les deux gardes du corps ou 3 qui trimballent la grosse mallette où il y a la ceinture géante là. Je sais pas combien de carats de diamants dessus. Par contre, c'est Nia Jax et Liv Morgan qui ouvrent le show, sachant que Nia Jax, c'est elle qui débarque en premier, et elle explique qu'elle a qu'une chose en tête, c'est gagner à Crown Jewel. Voilà, il y a Liv Morgan qui arrive, qui fait du blablabli blablabla, mais il y a aussi Tiffany Stratton qui est là et qui dit que si ça se trouve, elle va cacher sa mallette à Crown Jewel. Hein, on ne sait pas, elle s'est pas décidée encore. Alors Nia Jax elle est pas content et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Liv Morgan, elle dit aussi ouais tu fais chier, c'est pas possible. Et Tiff Stratton, ce qu'elle dit surtout, c'est que si jamais elle cache qu'elle prend la ceinture de Liv Morgan, est-ce qu'elle embarque Dominic Mysterio avec? Hein, parce qu'elle a besoin un peu de dirty dans sa vie. Du moins, elle pourrait avoir un petit peu plus de dirty dans sa vie. Liv Morgan lui dit ouais, bah, je pense que tu as assez de dirty dans ta vie pour l'instant. Et du coup, Tiffany Stratton, elle se fâche, elle vient, elle lui met une mandale. C'est la baston. Et ça démarque sur un match. Il y a un match qui est booké tout de suite entre Liv Morgan et Tiffany Stratton, qui est assez rapide, puisqu'au bout de 2 minutes 29, c'est la victoire de Liv Morgan grâce à une intervention de notre ami Dom, hein, si je dis pas de conneries. Et puis un bon roll-up. Un bon roll-up des familles. Voilà. Donc Tiffany Stratton est un peu gros Jean comme devant. Il y a Nia Jax qui se prend aussi un petit dropkick dans la gueule, je crois, pour bonne mesure. C'est un beau bordel. Et on veut en savoir plus. Qu'est-ce qui va se passer à Crown Jewel? Est-ce que Tiffany Stratton va cacher la mallette? Est-ce que Nia Jax et Tiffany justement vont rester copines? Est-ce que Dominique va partir avec Tiffany? Est-ce que c'est Liv Morgan qui va gagner? Tout autant de questions et on n'a pas les réponses ce soir. Donc comment tu l'as senti toi cette ouverture de show? Oui, bah, c'était on est vraiment dans la chronique de ce qui se lance sur Crown Jewel avec la belle ceinture à 30 milliards de dollars qui est là. Et puis voilà, il y a comme petite évolution, j'ai trouvé dans cette ouverture, puisqu'on a Tiffany qui jusque-là était ultra loyaliste vis-à-vis de Nia Jax et qui là se retrouve à comment dire, à faire un peu teaser un peu un cash-in qui pourrait être très penchant d'un côté comme de l'autre, qui, comme tu le disais, a tendance à rendre furieuse Nia Jax, qui jusque-là avait un larbin bien dévoué.
Puis derrière, c'est vrai que j'ai trouvé le match très rapide. Alors je suis étonné de la longueur, 6 minutes 5, ça me semble énorme. Je pense qu'il y a eu un gros passage de pub sur à peu près 4 minutes sur les 6 minutes, qui fait que du coup, on a quasiment rien vu. Il y a 2 minutes 29 de temps télé. Ah ok, bon bah ouais, c'est effectivement ce que j'ai ressenti moi, c'est qu'on a vu pas grand-chose. Bon, on est sur un game show. Il y a un match pour la championne suprême féminine qui s'annonce. Globalement, ça a fait le taf puisque les deux ont pu. On a eu à la fois l'enjeu des deux qui ont pu se présenter, puis derrière l'ombre de Tiffany qui pèse aussi derrière. Globalement, le travail fait à ce niveau-là. Alors j'ai oublié de mentionner qu'en fait Nia Jax a tapé tout le monde avec la mallette. Oui, elle les a défoncés à coup de mallette. Voilà, puis elle a écrasé Liv Morgan. Et Raquel Rodriguez ne sert à rien. Non, alors c'est comme dans le oui, en termes d'enforcer, elle est pas trop au point encore, hein, Raquel. Mais on ne doute pas qu'elle va s'améliorer, hein, comme on ne doutait pas qu'elle allait s'améliorer en tant que catcheuse. Voilà. Voilà, on peut garder nos espoirs sur Raquel. Moi, j'aime bien sa position d'enforcer comme ça. Je trouve que ça. Pour moi, elle aurait dû faire ça dès le début, mais ouais, clairement. Faut qu'elle casse des gueules du coup. Ouais, maintenant il va falloir qu'elle s'impose dans le ring. Mais c'est vrai que ça fait un peu redondant avec Dom Dom, donc c'est compliqué. Parce que Dom Dom, c'est l'inverse, c'est le valet. Ouais. Il a une espèce d'aversion des rôles par rapport à ce qui se fait dans le temps avec Dom Dom qui est un valet masculin qui est vraiment pas là pour montrer du muscle puisqu'il se fait latter par à peu près tout ce qui bouge. Mais du coup, normalement, c'est Raquel qui est censée montrer le muscle et voilà. Ouais. Mais ça demande une qualité d'écriture qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre que d'habitude parce que là, tu as un qui est là pour intervenir et faire des petits coups en traître. Et puis, alors il faut trouver aussi un passage où c'est l'enforcer qui joue le truc, quoi. D'habitude, tu as un ou l'autre, quoi. Mais là, c'est le nouveau challenge de Triple H. Hein. Voilà. Au boulot, feignasse. Essayer de nous rendre Raquel Rodriguez intéressante. C'est plus simple, évidemment, avec Kevin Owens. Hein, qui est dans sa voiture et qui nous fait une petite promo avec son téléphone portable dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas, il pourrait lui payer un iPhone à Owens, hein, parce que là, la qualité d'image était vraiment merdique. Hein. Tout ça pour nous dire qu'il en croit quand même pas ses yeux et puis ses tripes là de voir que Randy Orton a préféré s'associer à Cody qu'à lui. Et au final, c'est Orton qui est responsable de ce qui va lui arriver à Crown Jewel. Hein, c'est-à-dire que là, Kevin Owens va être sans pitié et mais il pourra s'en prendre qu'à lui-même, hein, nous dit Kevin Owens. Hein. Moi, j'avais confiance et tu as trahi ma confiance. Et donc voilà. Il a jamais voulu le blesser, mais maintenant c'est obligatoire. Il va le faire. Voilà, c'est obligatoire qu'il y aura quelqu'un qui ira à l'hosto dans cette histoire. Qu'est-ce que tu en penses de cette rivalité là entre Orton et Kevin Owens qui est né encore une fois des agissements complètement condamnables de Cody Rhodes? Bah oui, voilà, c'est Cody Rhodes qui a foutu la merde et c'est KO et Randy qui en paie les frais. Pour l'instant, je trouve que ça démarre tout doucement parce que de manière étrange, à partir du moment où Kevin Owens peut-être que c'est volontaire, hein, mais a fait son turn heel, puisque c'est un peu ce qui se passe hein, finalement, on ne le voit quasiment plus à l'écran. Donc, il a fait des petites attaques en fourbe au début, maintenant il fait des petits segments vidéo au téléphone. C'est vrai que c'est peut-être juste le début de la rivalité, c'est peut-être pour ça qu'ils y vont mollo, mais j'aurais bien aimé que Kevin Owens, qui était un peu le mec le plus important du show jusque-là, on continue à le voir beaucoup en fait, et pas juste qu'il soit mis de côté dans cette rivalité. On verra, de toute façon, il y a comme pas les choses dans cet épisode, donc ça fonctionnera quand même, mais bon, c'est dommage. Faut qu'on le voit un peu plus, Kevin Owens. Ouais, plus on a de Kevin Owens, plus on est content, ça c'est sûr. Je vais jouer un peu mon historien. Parce que le cas Kevin Owens, qui est interdit d'Arena, qui a pas le droit de venir, qui est obligé de filouter pour arriver au ring, qui est obligé de faire des déclarations par téléphone, etc. C'est quelque chose en fait qui a déjà été fait il y a très longtemps, quand il était à la Ring of Honor, quand c'était Jim Cornette qui bookait. Alors je sais plus s'il l'avait mis sur la touche parce qu'il était blessé ou parce qu'ils avaient demandé qu'il fasse un peu une petite cure d'amaigrissement et tout, de remise en forme.
D'accord. Et du coup, ils avaient monté une histoire de la même manière où alors c'était Kevin Steen à l'époque, il s'appelait, était interdit il avait été licencié par la Ring of Honor, il n'avait pas le droit de venir. Et je crois que c'était parce qu'il était blessé. Et en fait, quand même, pour qu'il reste un petit peu visible, il faisait des incursions comme ça, où il débarquait, et il était obligé de s'incruster, de passer par la foule, etc. Et ça marchait tellement fort que quand il est revenu, ils ont dit on va continuer à faire ça. Donc c'est devenu un petit peu son gimmick du mec qui a pas le droit d'être là, mais qui vient quand même et qui s'incruste. Et là, visiblement, ils ont repris le principe pour cette rivalité là qui est en plus un petit peu expérimentale parce qu'on a utilisé aussi entre guillemets les réseaux sociaux, puis même les fans pour filmer certains segments. Alors entre guillemets, parce que c'est pas impossible non plus qu'ils aient quelqu'un qui filmait au téléphone depuis le public pour être sûr que ça se passe bien. Oui, pour assurer le coup quand même. Ouais, voilà. Mais en tout cas. Putain, le connard, il s'est pas capable de cadrer. Attends, on va le faire nous-mêmes. Hein. Voilà. En tout cas, ça fait un truc qui est quand même assez original. C'est malin parce qu'en même temps, c'est original et en même temps, ils savent que Kevin Owens, il sait faire ce genre de truc. En face de lui, il a Randy Orton qui, de toute façon, tu peux difficilement te planter quand tu as Orton dans l'histoire. Donc ouais, ça mériterait encore plus de temps d'antenne, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est bien joué. C'est bien joué et ça pimente bien, je trouve, SmackDown et puis la WWE en ce moment. Peut-être plus que ce qui se passe du côté de la division tag. Oui, clairement. Parce que ce soir, on a, pour déterminer le challenger, enfin les challengers, on a une triple frite. C'est une triple frite ou c'est. Non, c'est un match simple. C'est un match simple, c'est juste les Street Profits contre Pretty Deadly. Il y avait il y a une stipule comme quoi il serait challenger numéro 1 derrière, ça me parle même pas ça. Ah bon? Je croyais que c'était ça, moi. Parce que le match, il n'y a rien. Hein. C'était juste un match. Bah, ouais. J'espère, parce que s'il y avait une stipule derrière, c'est quand même tristoun, hein, ce qu'ils ont fait. Ouais, non, bah non. Ils ont juste fait un match de 4 minutes. Ah ouais, moi je pensais que c'était pour déterminer un challenger, mais en fait pas du tout. Bon, bah les Pretty Deadly ont quand même fait rigoler. Ils sont venus avec leurs CD et puis leurs affiches pour leur comédie musicale qui sont venus présenter à Lin-Manuel Miranda, qui est le créateur de la comédie musicale. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, moi je sais qu'il était dans Mary Poppins 2. Ah d'accord, c'est Hamilton, je crois, la comédie musicale. Peut-être bien, mais en tout cas, c'est le nouveau grand ponte de Broadway en termes de comédie musicale, c'est The Gars. Donc du coup, c'est pour le coup le lien entre les deux était bien fait. Ouais, c'était plutôt bien joué. Bon, ils ont fait les cons, Pretty Deadly, puis ils ont fini par près. Alors moi, le match n'était pas dégueulasse, mais effectivement, ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, non, c'était vraiment plus un petit happening vis-à-vis du gars qui était dans la foule, en fait, pour moi. Ouais, voilà, ça s'arrête là. Bah, tu vois, je pensais que c'était pour le titre de Challenger, mais en fait, non. Qu'est-ce qu'on a après de Nia Jax et Tiffany Stratton qui discutent backstage. Tiffany Stratton, du qu'évidemment, elle pensait pas ce qu'elle disait. Hein, elle n'est pas cachée sur Nia Jax, hein, soyons réalistes. Là, il y a Naomi et Bayley qui débarquent et elles expliquent. Elle demande à Nia Jax de leur garder le titre au show pour Naomi. Hein, que Naomi va aller chercher le titre suprême. Et ouais, tiens, je l'ai pas mentionné, mais effectivement, Tiffany Stratton s'est pris la briefcase, la mallette sur la gueule pendant son altercation avec Liv Morgan. Liv Morgan lui a mis un coup de mallette, puis la mallette lui a échappé des mains et elle est tombée sur Tiffany qui s'était allongée au sol pour vendre le coup de mallette. Et puis elle s'est pris la mallette sur la gueule. Elle avait un gros un œuf sur le front. Aïe. Mais bon, je crois qu'il n'y a rien de grave. Ouais, bon, on enchaîne encore avec quelque chose qui n'a pas grand intérêt, c'est-à-dire Bayley et Naomi qui affrontent Candice LeRae et Indy Hartwell. C'est quand même un match historique parce que c'est le dernier match de Indy Hartwell à la WWE, je pense. Ah merde, j'allais dire qu'elle avait un grand avenir. Elle avait un grand avenir, non, ce sera pas le cas, puisqu'elle a été licenciée. Il y a une petite vague de licenciements. Qui c'est qui a été viré? Tegan Knox. Oh, salaud de Vince. Salaud de Vince, putain. À quoi? Un mois de Noël? Franchement, il n'y a pas de cœur. Hein. Comment elle va faire nourrir ses gosses? Et surtout le baron. Ah, ça par contre, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ouais.
qui était tellement adulé en France. Voilà. Sturie, on pense à toi, hein, désolé. Mais bon, surtout Yerem, qui a toujours été un grand fan du Baron. Hein. Ouais. Pensons à Yerem dans un premier temps. Voilà, pensons d'abord au podcast majeur avant de penser au podcasteur mineur. Oui, c'est ça. Bah, tu sais, j'essaie toujours de donner un petit coup de pouce aux oui, gens c'est gentil de ta part, mais qui sont en difficulté. Mais ouais, non, ça nous brise le cœur un petit peu ce débat du Baron. Bon, moi, j'ai pas toujours été fan à 100% du Baron, mais il mettait tellement de cœur à l'ouvrage. Et puis c'était intéressant cette tag team là. Moi, j'aimais bien avec Apollo Crews. Ça partait perdant, hein, c'est sûr. Et c'est étonnant que Apollo Crews ne soit pas dans la charrette. Alors lui, par contre, il mériterait. Oui, voilà. C'est pas grave, mais il fait très bien à la All Elite Wrestling. Mais après, le Baron, c'est typiquement le genre de. Alors, je refais encore mes critiques de Triple H, mais c'est typiquement le genre de gars qu'il aime pas trop, quoi. Un ancien footballeur américain qui sait pas non plus hyper bien catcher, qui est pas issu des trucs indépendants, qui est un pur produit WWE, qui était plus là pour les segments comiques que pour les segments in-ring. Bah, ça finit par ne plus marcher. Hein. Voilà, tous les vendeurs de boîtes de Canigou vont être tristes, ils ne pourront plus les utiliser dans ces matchs. Ouais. Moi aussi, il manquera le Baron. Moi, j'aime toujours bien aimer les gars qui étaient capables de prendre n'importe quelle bribe d'écran, n'importe quelle bribe de scénario pour le zone à fond et y aller et utiliser tous les passages possibles. Moi, j'aime bien ça. Ouais, non, clairement, il a fait une belle carrière. Franchement, il n'a pas toujours eu des trucs faciles à faire, comme tu le dis. Mais il s'en est toujours tiré avec panache. Il a quand même été King of the Ring. Bah oui. Je crois bien qu'il a été champion US, si je dis pas de conneries. Mr. Money in the Bank. Mr. Money in the Bank, ouais. En plus, ils lui ont fait perdre contre Cena. Non, même pas. Même pas. C'est contre quoi il s'appelle Jinder Mahal qui la perd. Contre Jinder Mahal, à cause de Cena, non? À cause de Cena. À cause de Cena contre Jinder Mahal, le pauvre. Ah ouais, ils ont été durs avec lui quand même. Ouais. Il a quand même fait, je crois, il a quand même éventé quelques pay-per-view. Hein. Bah, parce qu'il a une énorme rivalité avec Roman Reigns. C'est-à-dire qu'il s'est longtemps vendu d'être le dernier à l'avoir battu. Ouais. Et c'était effectivement la grosse rivalité de Roman Reigns pendant peut-être un an, quoi, quasiment. Peut-être pas un an à 6 mois, mais une longue durée. Hein. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont trop exposé à un moment donné aussi, alors qu'il n'était pas encore prêt. Mais pour moi, c'est un peu comme Jinder Mahal. Je trouve que c'est dommage de passer de gens comme ça. Tu vois, parce que pour moi, ils sont aussi utiles que quasiment qu'un Sheamus. Alors, Sheamus, il a quand même une popularité qui est incroyable. Mais eux, c'est des heals purs. Que ce soit Jinder ou que ce soit Corbin, tu as besoin de n'importe qui. Tu as besoin de retaper un face, mais tu lui envoies un salopard en face, et ben ça passe direct. Hein. Ouais, exactement. Plutôt que s'acharner sur des trucs comme Karrion Kross ou les Mexicains, là. Je pense que tu as plus à faire quand même avec un mec comme ça, qui a déjà eu quelques titres, tout comme Jinder, qui a quand même été un champion WWE. Donc, une fois que tu as mis la ceinture sur un gars, je trouve que c'est con de s'en débarrasser comme ça. Mais il va nous manquer, le Baron, quand même. Il va nous manquer. On attendait un retour en grâce, quand même. Surtout qu'il avait bien musclé son catch. Hein. C'était beaucoup. Oui, non, mais c'est un peu comme le Miz. Hein. C'est un gars où, à force de travail, tu sentais quand même qu'il avait appris 2-3 trucs, il est pigé, il savait y faire, et puis tu le voyais dans un house show, ça ne dénotait pas par rapport au reste. Hein. Ouais. Donc voilà, mauvais move là de Triple H. Mauvais move. Un de plus. Un de plus, ouais. Un de plus à mettre à son actif, du talentueux Triple H. Bon, je vous ai dit que c'était Bayley et Naomi qui avait gagné le match. Parce que oui, c'est son intérêt, de toute façon, ce match. Alors, le seul intérêt, non, peut-être un micro-intérêt, c'est que c'est Naomi qui fait le pin. Voilà. Ouais. On sent quand même qu'elle est plus mise en valeur en ce moment que Bayley. Oui, je pense qu'il y a un projet Naomi vers la ceinture. Mais on verra. Moi, j'aime bien Naomi en ce moment. Je trouve qu'elle fait du très bon boulot. Donc, je suis assez partant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un nouveau segment de la Bloodline, ça faisait longtemps. Cette fois-ci, c'est Roman Reigns qui débarque. Hein, parce que monsieur est à SmackDown, pas à Monday Night Raw. Donc, il débarque tranquillement. Il y a Jimmy qui arrive, qui lui donne le micro. Qui veut donner le micro. Enfin, d'abord, qui lui dit il faut enterrer l'âge de guerre avec Jay. Ouais. Et puis, il lui fait tout un segment comme ça. Et là, tu as Roman Reigns qui tend la main. Et c'est la queue.
La musique de Jay retentit. Oh Alors ça commence mal, hein, pour une réunion, pour se rabibocher. Pour se rabibocher. C'est pas comme ça qu'on travaille Roman Reigns, quoi. On ne coupe pas la parole. Voilà. Bon, il y a la foule quand même qui les incite à enterrer la hache de guerre. Il y a des chants squash de beef qui quand même. Jay enlève ses lunettes de soleil, donc là ça prouve qu'on n'est pas. On est sérieux. On est sérieux, on n'est pas venu pour rigoler. Il dit il y a une chose qui est claire, c'est que tout ça nous ramène toujours à Solo et que là maintenant il va falloir trouver un moyen de se rabibocher. On est loin de se rabibocher. Hein, tout n'est pas réglé. Jay dit que ça lui coûte de venir discuter avec Roman après tout ce que Roman lui a fait. Des dommages physiques, des dommages émotionnels, des dommages mentaux. Mais il est là ce soir parce que c'est ce que fait la famille. Hein. Quand c'est la famille, voilà, on oublie tout ça et on se ramène. La foule est avec lui, il y a des chants hits qui sortent, qui ponctuent chacune de ses phrases. Il rappelle que c'est la famille avant tout. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ? Il dit qu'il ne veut plus être son laquais, qu'il veut être son cousin et que maintenant ils sont tous d'égal à égal. Ouais, c'est ce qui se disait aussi à Monday Night Raw. Je ne l'ai pas mentionné, mais Jay disait si on repart comme ça, si on refonde la tribu, on ne sera pas sous les ordres de Roman, on sera égaux à égaux. Mais bon, ils sont toujours les trois mêmes personnes, donc il faut qu'ils dirigent les choses comme ils le dirigeaient avant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Il faut vraiment qu'il marche, qu'il fasse attention à ce qu'il dit, hein, Roman. Il y a des chants ici. Et finalement, Roman, il accepte. Il sort le yeet. Le yeet est lancé. Une fois qu'il a récupéré le microphone, parce qu'il n'avait pas le micro depuis le début. Là, c'est grosse explosion de pop. On demande aux gens de s'embrasser. Mais plutôt, on va avoir Jimmy qui lance le doigt en l'air. G qui fait pareil et Roman qui suit. Et là, il y a grosse pop. C'est en quelque sorte les premiers pas d'un retour de la Bloodline. Les jumeaux Uso et Roman Reigns, le doigt en l'air. Acknowledge the Bloodline. Le retour. The original Bloodline. Voilà, pas d'intervention cette fois-ci de Solo Sikoa et compagnie. Ils auront, je crois, un segment vidéo un peu plus tard. Solo, en fin de show, je crois. Ouais, à la fin de show, Solo qui dit qu'il comprend pas pourquoi on le considère comme le méchant. Hein, c'est lui le chef de la tribu. Rien que de très classique. Alors, ces enchaînements dans la vie des tribulations de la Bloodline. Quel est le sentiment là ? Comment on le sent tout ça ? Alors, c'est marrant parce que moi, du coup, le sentiment que j'ai, c'est que autant quand moi j'ai enchaîné les 2 SmackDown, ça semblait complètement logique, bien suivre tout ça, ces deux segments, puisque on sentait Jay qui était à la limite du clan, et puis les autres qui essaient d'aller le rechercher, et puis là, c'est la réunion et sous une base d'égalité, etc. Enfin, tout le segment de Jay est très bien construit. Par contre, du coup, j'arrive pas du tout à faire le lien avec ce que tu m'as raconté sur Raw, puisque Sami Zayn, on n'en parle pas du tout, alors que manifestement, c'était un point central le lundi. T'as vraiment l'impression qu'il s'est rien passé à Raw, en fait. T'as très très peu de lien entre ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown, ce qui est logique puisque le SmackDown a été enregistré avant, mais n'empêche que le Raw, du coup, a lancé des pistes qui n'étaient pas du tout celles qui ont été exploitées dans la promo du SmackDown. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, mais bon, sinon, globalement, le reste, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai remarqué quand même que l'entrée de Jay était limite plus longue que celle de Roman maintenant, tellement il prend du temps à rentrer par la foule et les hits et tout avec le public et tout. Il se fait bien plaisir et on a vraiment un catcheur solo maintenant avec ce Jey Uso. Ouais, le regard de Roman pendant la pop et l'entrée de Jay, ça en disait long, hein, sur le statut qu'a maintenant Jey Uso à la WWE. On pourra dire ce qu'on veut.
Mais c'est un sacré tour de force quand même ce qu'ils sont fait avec Jey Uso. Voir à la base, c'est quand même un mec en tag team, un jumeau quoi. Et Ouais. maintenant C'est rare de réussir à les dissocier. Hein. Ouais. Parce que même comparé à Roman Reigns, tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux persos. Mais c'est vraiment, il a vraiment maintenant sa personnalité propre, ses fans à lui, sa pop bien distincte. Ils ont vraiment, voilà, on disait que pendant longtemps que la WWE savait plus construire de stars. Il y en a qui ont été construits, on s'en est même pas rendu compte, quoi. Et maintenant, effectivement, ça envoie du bois hein, quand il débarque sur le ring. Et là, on avait en plus l'adoubement par Roman, la réaction face à ce public qui était en feu là, avec l'arrivée, toujours incroyable l'arrivée de Jey Uso au ring. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment sur sa personnalité, hein, parce que alors moi j'aime beaucoup Jey, mais alors il y a jamais un segment micro, je trouve où ça. Je trouve toujours très moyen en fait ces segments micro. Hein. Il récite 2-3 trucs, le public réagit sur des hits, mais il n'y a jamais vraiment. Il sort pas du lot quand il est au micro, mais par contre sur tout le reste, sur sa personnalité, son personnage, son entrée, son comportement, son body language, comme on dit. Là-dessus, il est très très fort. Hein, mais c'est marrant. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après en promo, c'est assez. Il est pas plus à l'aise que ça au micro, mais maintenant il a cette espèce de phrasé qui est dans l'air du temps aussi finalement, de faire des trucs où ça fait réagir la foule aussi. Tu sais, c'est un ping-pong avec la foule aussi maintenant. C'est vraiment, c'est vraiment une formule gagnante quoi. Des fois, il faut savoir contourner un petit peu hein, l'exercice du micro pour faire quelque chose d'un peu plus cool et un peu plus tendance quoi. Enfin, c'est marrant, hein, il est dans l'air du temps quoi, Jey Uso, même s'il est plus tout jeune. On cessera de le dire, mais c'est une belle réussite. Hein. Et Yep. toujours impérial. Hein. Yip. Yit. Oui, il a géré son hit. Ouais, bien à sa place, Big Jim aussi. Voilà, bon, je sais pas. Ça reste un sans faute quand même pour la Bloodline. Même si certains trouvent que ça tire en longueur. Mais bon. Ça tire en longueur, mais pour le coup, là, depuis quelques semaines, ça bouge. Voilà, c'est ça. Bon, puis on s'en va vers un War Games, donc ça va être violent. Tiens, tu te souviens de Byron Saxton? Oui. Ouais, il brave gars, brave type. Il fait des interviews et tout. Il n'est pas dans la charrette. Tant mieux. Voilà, bah oui, écoute, apparemment, un mec indispensable dans la WWE. De grand talent et fort sympathique. Hein. Il interview nos nouveaux champions tag. Alors ça, c'était une belle surprise hein, la semaine dernière. Victoire nouveaux champions, les Motor City Machine Guns, qui sont là depuis 2 semaines. Ou 3, si on compte bien. Donc ils sont dans les couloirs. Byron Saxton est là, il leur pose des questions. Vous êtes content d'avoir gagné, tout ça. Et il y a Austin Theory et Grayson Waller qui les interrompt et puis il dit vous savez quoi, la semaine prochaine vous serez invité dans le meilleur talk show de la WWE. Alors Alex Shelley il dit on va à Miss TV. Grayson Waller il dit non, c'est Grayson Waller Effect. C'est bon quoi. Motor City Machine. Vas-y, respecte-nous là. Vas-y là. Bon. Et voilà, les Motor City Machine Gun, ils disent oui, ok, on se voit la semaine prochaine. Il y a une différence de gabarit hein, entre Waller et Austin Theory et les Motor City Machine Gun. Oui. Mais ça aussi, c'est étonnant, hein, cette victoire, cette arrivée là, des Motor City Machine Gun. En 3 semaines, ils sont champions. Alors ouais, ils ont un lourd passif, une sacrée carrière dans le monde du catch. Donc quelque part, c'est que mérité. Mais c'est assez inhabituel. Hein. On espère que ça va continuer comme ça pour eux. Je sais pas, tu es content de les voir aussi haut, les Motor City Machine Gun, aussi haut, aussi vite? Globalement, ça me chamboule pas. La série tag team, c'est pas non plus le truc le plus intéressant du show, quoi. Donc du coup, c'est déjà arrivé par le passé, je pense, des tag teams qui venaient de l'extérieur, alors qui parfois étaient repackagés, parfois non, et puis qui prenaient le titre assez vite. Ça me choque pas plus que ça. Moi, ce que j'espère que c'est pas juste un one shot et puis qu'ils vont repartir derrière. Je ne sais pas du tout quelle est la nature de leur contrat. Si c'est une pige de 6 mois ou si c'est vraiment un vrai contrat, un vrai truc WWE de plusieurs années, multi-year contract. Ouais. Mais si c'est le cas, ça me dérange. Pourquoi pas hein.
Il me semble que c'est multi-year contract. Hein, bon, ce serait bien. Voilà, c'est un tag team qui est bien. Hein. Ouais, pas besoin de passer par NXT, évidemment, ça c'est plutôt Bah malin. non. Parce que moi, je pensais qu'ils allaient jouer les cadres à NXT, tu vois, un peu comme les 2 crânes chauves, là, les Good Brothers. Mais bon, finalement, dans le Ouais, grand non, art. c'est au-dessus quand même. C'est au-dessus. Ouais, c'est vrai que si tu vas dans l'histoire du catch, sur ces dernières années, c'est une des meilleures équipes au monde, hein, les Motor City Machine Guns. Alors, c'est sûr qu'ils sont vieux maintenant, ils sont un peu en fin de carrière, mais on a bien vu que c'était encore hyper percutant dans le ring et qu'ils ont largement le niveau pour faire le show à la WWE. Donc, ouais, ils peuvent aller sous bout de leur contrat sans trop de soucis. Parce qu'ils sont vieux, mais d'un autre côté, j'ai regardé un peu du coup leur âge l'autre jour quand ils sont revenus. Je crois qu'ils ont 41, 42 ans, donc dans le catch d'aujourd'hui, ils peuvent facilement faire 5 ans sans souci, quoi, en étant encore à un gros niveau. Hein. C'est ça. C'est bon, il fera faire attention aux blessures, tout ça, parce que malgré tout, ils doivent être comme bien pétés de partout. Ouais. Mais ça reste, ouais, moi j'ai quand même envie de les revoir sur des matchs à stipule, des trucs comme ça peut être sympa de les voir quand même. Ouais, des générales dans le ring là qui dirigent un peu les autres équipes. Alors Alex Shelley, je crois qu'il avait déjà été en retraite un coup. Et lui, il a subi pas mal de blessures, il me semble. Oui, ça me parle ça, qui est bien pété. De toute façon, tu le vois sa tête. Hein. Sa Il a gueule la est tête du mec pété de hein. partout là. Il a un visage un peu de traviole. Hein. Mais bon, ouais, non, c'est que ça porte un peu de sang neuf là à la division tag. Bon, allez. C'est un peu dommage pour DIY qui est du coup très redondant hein, par rapport aux City Machine Guns. Un peu, Bah, ce qu'on a vu sur la semaine dernière, après, j'ai l'impression qu'ils vont tenter de faire justement un truc en disant, bah, c'est les maîtres versus ses élèves et peut-être du coup remettre un petit coup de fusée au cul de DIY et peut-être voir vient un turn heel, je ne sais pas, mais peut-être l'occasion pour eux de justement se détacher du modèle. Ouais. On verra ce que l'avenir nous réserve. De toute façon, ça passe par le Grayson. Ça passe d'abord par le Grayson Waller Effect la semaine prochaine. Bianca Belair et Jet Cargill qui avancent vers la caméra en nous faisant une petite promo. Ce soir, elles affrontent. Alors, c'est pas elles qui affrontent, c'est Bianca Belair qui affronte Piper Niven, Lashley Zand et Io Sky. C'est un Fatal 4-Way. Ouais. Voilà, on a une moitié de chaque équipe qui vont s'affronter à Crown Jewel, en fait, pour le titre tag. Bah, les meilleures catcheuses de chaque équipe, j'ai envie de dire. Hein. Oui, parce que c'est Bianca Belair, Piper Niven. Piper Niven Chelsea, t'as peut-être une petite discussion, mais Io Sky versus Kairi Sane et Lash Legend versus Jakarta, là, il n'y a pas trop de questions, quoi. Et Bianca, pour moi, elle est au-dessus, largement au-dessus. Oui, ça, il n'y a pas photo. Bon, quand on met Io Sky et Bianca Belair dans le ring, généralement, ça fait des étincelles. Donc, on a un match tout à fait honorable qui est gagné par Io Sky, qui pique un peu la victoire. Oui. Hein, avec un petit moonsault, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. T'as le KOD de Bianca sur Lash Legend. Et alors qu'elle est en train de se relever du KOD, elle se prend le moonsault de Io Sky qui fait le tomber sur Lash Legend. Ouais, ce qui était quand même un chouette finish. Hein, globalement, c'était un match qui était bien dynamique avec des grosses démonstrations de force. Hein. Moi, la Lash Legend, là, je la découvre semaine après semaine. Pour le coup, je critique souvent du NXT. Là, il y a quand même du quelque chose avec Lash Legend. Hein. Ouais, il y a le physique. Visiblement, elle a été bien entraînée. Elle catch quand même. Bon, là, elle est dans le ring avec Io Sky, Bianca Belair et Piper Niven. Donc, ça, c'est vraiment 3 catcheuses qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'elles font dans le ring. Elle a tenu sa place, quoi, comme il faut. Hein. Les deux, elles ont quand même les deux nouvelles là d'NXT, mais c'est après à NXT maintenant au niveau des filles, il y a un cheptel là qui va arriver, ça va faire mal hein, parce qu'elles sont toutes comme ça. Et du physique, j'ai l'impression en plus. Ah, ouais, elles ont toutes le physique, elles ont toutes les capacités sportives, techniques même d'arriver. Ce qui leur manque, c'est de l'expérience, peut-être un peu de personnalité, et encore, t'en as pas mal qui ont maintenant, tu sais, c'est beaucoup des influenceuses aussi d'une certaine manière. Donc, elles savent poser un personnage devant la caméra. Donc là, il y a tout un cheptel qui arrive qui va être assez violent, à tel point qu'elles ont engagé Julia et Stéphanie Vaquer, donc 2 catcheuses internationales. Julia, c'était une comment ça s'appelle, la Stardom, là, grande championne au Japon. Stéphanie Vaquer au Mexique, à AAA. Elles sont impressionnantes, elles sont populaires et tout, mais quand elles arrivent dans le ring, elles font la moitié de la taille des autres catcheuses.
Et les autres catcheuses, elles ont aussi les attributs physiques qu'il faut, quoi. Donc maintenant, c'est pas donné de venir de l'indie et de marcher sur le reste de la compétition. Voilà, beau travail de monsieur Shawn Michael. Ouais. Il y a une montée en qualité là, NXT sur les derniers mois qui est pas négligeable. Hein. En tout cas, voilà, l'avenir est là. S'il n'y a pas de blessures, s'il n'y a pas de trucs spéciaux, on va avoir un sacré cheptel de catcheurs qui vont débarquer. Hein. Aussi au niveau des mecs, il y a pas mal il y a moins de personnalité, je trouve, au niveau des gars, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire parce qu'il y a du niveau, hein, les mecs. Moi, je vous conseille d'aller regarder la série de documentaires qui s'appelle, je sais plus, WWE Next, je crois, où ils suivent une session de recrutement de la WWE. C'est produit par John Cena. Tu vois quand même que les mecs qui vont chercher, les athlètes qui vont chercher, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ah, on se souvient que ça fait quelques années, là, ils avaient présenté un peu tout le recrutement avec. Alors elle, c'est une championne de basket, elle, c'est deux jumelles, sont championnes de volleyball. Je sais pas quoi, je sais pas si tu te souviens, ça fait. Il y avait le lutteur, là, qui lui, par contre, n'a pas percé, celui qui est champion olympique. Ouais. J'ai plus son nom. Mais par contre, tu avais tout un tas de jeunes sportifs qui étaient arrivés et ils disaient, bah voilà, là, on va vraiment chercher du recrutement de jeunes à gros potentiel. Donc, plein de jeunes hors catch en plus, hein, en majorité. Et qu'ils ont retapé, bah, c'est bien. C'est ça. C'était ça qui est un peu perdu. Hein. C'était qu'à une époque, on a trop fait la part belle aux indies. Ouais. Et alors que la WWE, c'était pour moi, ça a toujours été avant tout des créateurs de stars. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et tu vois, les mecs, là, dans le documentaire, au bout de 3-4 matchs, 3-4 semaines d'entraînement, ils font déjà des trucs de fou dans le ring parce qu'ils ont des aptitudes à la base et un entraînement qui est hyper high level, quoi. Hein. Donc des trucs qui sont tout à fait comparables à ce que font les high flyers de l'indie, les têtes brûlées, voilà, qui font un peu la hype d'Internet. En fait, il faut savoir que là, à l'heure actuelle où on se parle, je pense que dans le Performance Center, tu en as peut-être une cinquantaine qui ont le même niveau, quoi. Donc après, ça va jouer au facteur X, quoi. Oui, comme toujours. Hein. Ou le hit factor, quoi. Alors, on discute. Qu'est-ce qui se passe en plus? Cody et Randy discutent backstage. Il y a Cody qui dit à Orton de lui garder un petit morceau de Kevin Owens pour plus tard. Que Orton lui dit qu'il restera rien de Kevin Owens. Et Orton jette un petit coup d'œil au titre à la ceinture de Cody quand même. Ouais, il y a un petit jeu de regard là depuis quelques temps. Ouais. Bon, ils disent qu'ils se regarderont l'un l'autre, hein, ils se surveilleront. Mais on plante déjà quelques petites graines pour la suite. Et puis on est un petit peu, encore une fois, présomptueux hein, du côté de ces babyface là, qui sont pour penser qu'ils vont mettre la pâtée à Kevin Owens. Je te le demande. Randy Orton, je sais qui il est. Cody Rhodes, par contre, on sait pas. Ouais, alors là, c'est franchement le mec, il se sent plus pissé, quoi. Tiens, une petite vignette sur Andrade. Oui, qui massacre l'anglais. Voilà, on comprend rien à ce qu'il raconte. Si vous avez compris, appelez-nous. Il y a aussi Carmelo Hayes qui a une petite vignette. Et puis une petite vignette sur LA Knight aussi. Chacun dit qu'il va gagner à Crown Jewel. Hein, le service minimum, hein, ça, les gars. Hein, bravo. Tout s'est passé la semaine dernière, de toute façon, dans cette histoire. Il n'y a pas de gagnant sur la bataille des 7 matchs, là. Et ben on réglera nos comptes. Hein. Il n'y a pas de gagnant parce que LA Knight n'a pas fait son boulot d'arbitre. Et donc, tout ça va se régler à Crown Jewel dans une triple frite. Voilà, je vous ai parlé de Solo Sikoa et de sa vignette où il explique que c'est pas lui le méchant, hein, c'est lui le gentil. Puis à Crown Jewel, il va gagner. Et puis Roman Reigns sera obligé de le reconnaître. Hein. Et on arrive au main event, un main event très classique, puisque c'est Cody Rhodes et Orton qui affrontent Ludwig Kaiser et Gunther. 10 minutes 15 de match qui se termine par la victoire des babyface. Crossroads sur Kaiser pour la victoire. Gros match, hein, évidemment, gros spectacle. Voilà, rien que de très classique. Hein. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de spécial qui ressortait du match. Non, je regarde un peu mes notes, mais un spécial, c'est Cody Rhodes qui a fait le babyface en péril.
pendant tout le match, et Randy qui finalement bloque Gunther parce qu'il lui fait un RKO dans le même temps ou juste avant que Cody finisse Ludwig, en fait. Donc ça permet d'éliminer Gunther de l'équation. Ouais, et c'est une belle victoire des babyface. Donc normalement, suivant le booking inversé, on devrait avoir Gunther champion de Crown Jewel. Wait and see. Si je ne fais pas une erreur. Voilà, où on en est. Qu'est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette rivalité Gunther-Cody? Non, rien de spécial. Hein. On peut tranquillement célébrer la fin du show avec les crédits qui se lancent, hein, je pense. Hein. Ouais, parce que maintenant on sait qui réalise et tout ça. Mais j'arrive pas à me souvenir de son nom là, le producteur associé de Triple H. Il va falloir que je me fasse un petit travail mémotechnique. Mais en tout cas, maintenant on sait qui s'occupe de la réalisation. Qui est de qualité d'ailleurs, même si, quand même, je sais pas si tu trouves, des fois ils font pas les cuts comme ils le faisaient à l'époque, tu sais, au moment de l'impact des coups, et des fois tu vois que c'est que les coups n'arrivent pas, que les coups ne portent pas. Ah quoi. Oui, ça régulièrement, oui. Hein, on est d'accord, hein. Ça serait jamais arrivé avant. Donc c'est un mal pour un bien. Il y a des trucs de réalisation qui sont énormes, où par exemple ils font des plans séquences. À Raw, ça arrive souvent qu'ils fassent des plans séquences comme ça, d'une coupure pub à l'autre sur un match, ou jusqu'à la fin d'un match à partir d'une coupure pub. Donc ça donne une toute autre vision du match et tout. C'est très cinématographique, c'est chouette. Mais tu as aussi des grosses plantades de base qui ne sont pas respectées. Faire attention à ces choses. Là, notamment, tu vois, typiquement, je reviens un peu en arrière sur le finish du match des filles, le Fatal 4-Way. Et ben, on voit nettement sur le replay, tu l'avais pas vu en direct, mais tu vois sur replay, Bianca qui se replace pour prendre le moonsault, pour bien justement attraper le moonsault de Io Sky, donc ce qui est exactement ce qu'elle devait faire. Mais la caméra ne devait pas rester sur elle, en fait. Exactement. Ou elle doit accélérer. D'habitude, ils accélèrent, en fait. Tu le vois pas, ça. Et là, tu vois nettement Bianca qui se relève pour bien se placer pour prendre le pin, enfin le coup. Donc c'est dommage, ça. Ouais. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent souvent, les replacements. Tu vois, à mon avis, les gens qui réalisent sont pas au courant qu'il faut faire attention à ces choses-là. Cette semaine, par exemple, tu avais le Sheamus Ludwig Kaiser, où à un moment, Ludwig Kaiser tire le bras de Sheamus à travers les cordes. Tu sais, ils sont sur le coin du ring en bas, à l'extérieur. Et donc, il lui tire le bras pour qu'il se prenne le poteau, Sheamus, tu vois, avec le bras à l'intérieur du ring. Et on voit clairement que Sheamus, il met la main pour faire le bruit et tout ça, tu vois. Et puis voilà, du coup, ça évente un petit peu le truc, alors qu'ils l'auraient filmé d'un autre côté, qu'ils auraient coupé, ils auraient fait comme ils font d'habitude, ça se voyait pas, quoi. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit à catch-up, ça. On a l'œil. Hein. On n'oublie pas les règles de base. Oui. Voilà. Bon, ceci étant dit, il faut passer au mot de la fin. Il faut donner. Attends, Ringside, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Les crédits étaient lancés, mais ça s'est pas arrêté là, le show. Puisque. Alors il y a des choses qui pas... T'as arrêté à ce moment-là, oui, t'as pas vu Kevin Owens arriver dans le ring avec une chaise et fracasser le dos d'Orton? Ah, mais si! Et Gunther attraper Cody par derrière par la prise du sommeil. Parce que oui, les crédits étaient lancés, mais le show n'était pas terminé parce que voilà, quitte à botcher de la réalisation, ils ont aussi lancé les crédits trop tôt. Bah voilà, ça c'est typiquement Triple H, ça. Ah oui. Alors ça, il y a des trucs aussi. Ouais, effectivement, les shows terminent un peu plus tôt que prévu. Enfin, du moins, ils terminent leur match un peu trop tôt. Mais là, pour le coup, il y avait quelque chose de prévu quand même. Je plaisante. Et Gunther qui passe à l'action. Ouais, effectivement, excusez-moi, j'ai jappé ça, mais pour être honnête, j'ai regardé Crown Jewel juste avant de faire l'émission, donc il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont accumulées dans mon cerveau entre-temps. Voilà, du coup, ça donne un petit rebondissement. Et on veut en voir plus. Je sais pas, ça t'a plu, toi? Ouais, non, alors je vais être franc avec toi, le coup des vrais faux crédits, c'est quand même un paquet de fois qu'il le fait, hein, donc Faut abuser des bonnes choses. Voilà, faut pas abuser des bonnes choses. Donc j'ai moyennement fan. Ouais. Après, je pense que c'est peut-être une logique qu'ils ont maintenant. Ils se disent, s'il y a une intervention après match, il faut systématiquement qu'on envoie les crédits avant, histoire de dire que c'était pas prévu. Ouais.
Ouais, mais on reste dans un show de catch. Moi, j'ai vraiment pas envie. Alors, tu vois, je préférais qu'ils se concentrent plus sur le fait de pas nous montrer que les coups portent pas, plutôt que d'essayer d'aller dans ce poil de cul de détail, en fait, qui pour le coup, pour moi, ne change rien. L'enfer est dans les détails et l'idéal, ce serait qu'il y ait les deux qui soient faits. Parce que c'est toujours la première émission pour quelqu'un, au final. Donc, si tu regardes ce SmackDown et que tu te fais avoir par le coup des crédits, oui. c'est voilà. Pour le coup, ça va être énorme pour eux. Ils doivent dire voilà, putain, qu'est-ce qui s'est passé voilà. C'est comme quand tu as une émission qui démarre et puis qu'ils sont déjà en train de se bastonner. Voilà. Et ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont raté la prise antenne. Bah oui, c'est pour ça que je critique pas. Je dis juste. C'est vrai, c'est moi, vrai ça que m'a pas quand fait on trop est. d'effet. C'est la différence quand tu es un suiveur qui suit tout le temps, tout le temps, et le casual qui peut se faire attraper par des petites manigances comme ça, quoi, des petits effets de manche de ce style. Donc voilà, bah voilà, on peut l'apprécier comme on peut pas l'apprécier. C'est c'est toujours cette règle dans le catch qu'il n'y a pas de formule magique. Et puis c'est un éternel recommencement. Et ça aussi, hein, il n'y a rien de s'invente, rien de secret. Bon, bah là, on peut passer au mot de la fin maintenant. Oui, je t'autorise. Quelque chose que j'ai oublié. Mais non, mais t'as oublié le. Non, je déconne. Bon, bah, top, un flop, une note. On attend le verdict. Mais oui. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme top? Le top, je vais le donner au match Fatal 4 féminin, en dépit du cadrage difficile du finish, puisque j'ai trouvé que les 4 filles avaient fait une belle performance. Ouais. Lash Legend comme je disais, a prouvé qu'elle était pas loin du main roster. Piper Niven, Bianca Belair et Io Sky, ça fait le boulot. Moi, je suis toujours content de voir catcher Bianca Belair. On la voit jamais, donc je suis content de la revoir un peu catcher. Donc, je lui donne mon top avec grand plaisir. Le flop, j'ai envie de donner le flop, peut-être, alors je sais pas si c'est la première heure, mais en tout cas le début du show. Avec les ouais, on va dire la première heure. Parce qu'on a eu l'enchaînement Liv Morgan, Tiffany Stratton, Street Profits de Pretty Deadly et Bayley Naomi versus Lorraine Indy Hartwell. 3 matchs très 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 moyens. En plus, bazardés par les pubs, là, donc qui rajoutaient pas grand chose. J'ai eu l'impression, moi, en début de show, qu'ils voulaient trop en mettre pour une émission de 2 heures, en fait. Ils ont voulu mettre trop de catch. Du coup, j'ai trouvé ça un peu déséquilibré. J'ai pas trop aimé. Voilà. Et puis, c'était pas super fun non plus pour ce que c'était. Et ma note, donc c'était un Go Home Show qui a quand même globalement fait la pub de tout ce qui avait prévu à SmackDown, à Crown Jewel. C'est vrai qu'en plus, Crown Jewel, il y avait énormément de matchs qui étaient liés à SmackDown, de par les feuds propres, comme le titre US, mais aussi par tout ce que tu as raconté sur le fait qu'il y a des croisons entre Raw et SmackDown, qui fait que tu avais énormément de choses à présenter dans ce Go Home Show. Ils l'ont quand même plutôt bien fait, donc je vais quand même donner une note honorable, mais c'était pas un show fifou. Je vais donner un 3,25, allez, pour ce show, qui était honnête, qui a fait le taf, mais qui n'était pas non plus exceptionnel. J'avoue que je te rejoins. Je vais aussi donner mon top aux filles qui ont fait vraiment un bon boulot et qu'elles ont réitéré sans vouloir spoiler à Crown Jewel. Ah, tant mieux. Voilà, donc ça, chapeau les filles. Malgré mon statut de misogyne de ketchup, je sais saluer le talent, contrairement à certains. Et je vais aussi vous donner mon flop à la première heure, là, qui était un petit peu mou du genou, comme on dit. Je serais un peu plus sévère que toi sur la note, je vais donner des 2,5, c'est-à-dire la moyenne. J'ai dit c'était moyen. Voilà. C'est l'importance des notes. Hein. Voilà, on a fait le tour de SmackDown et Monday Night Raw. La prochaine étape, ce sera Crown Jewel, évidemment. On est un peu à la ramasse, mais on vous fera quand même le débrief du show saoudien. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, hein, si jamais c'est la première fois que vous nous écoutez. Et si c'est pas déjà fait, si ça fait plusieurs fois que vous nous écoutez, c'est gratos. Hein, tout est dispo en plus dans les archives si vous voulez écouter les vieilles émissions. Dispo sur YouTube, dispo sur toutes les plateformes de podcast. On est aussi sur Twitter, @catchupcdc. Et je crois qu'on est toujours sur Facebook et Instagram.
Il va falloir qu'on publie quelque chose. Qu'on publie quelque chose un jour ou alors qu'on ferme tout ça. Hein. Bon, papy, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi d'avoir hosté cet épisode double épisode de qualité, très cher Inkside. Voilà, on remercie tous ceux qui nous ont écoutés. C'est toujours un plaisir de bosser avec toi, mon bon papy, et de vous faire ces reviews. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde du catch. Ciao, ciao. Salut à tous. Bon, on n'a pas parlé des pronos, mais vu que Ronjoul est passé. Ouais, parce que là, je les avais tous juste. T'avais tout bon. Tout bon, tu rêves trop fort. C'est pas ce que j'ai parié.